Favre, CEO d'ABB. Vous le savez que les entreprises sécheront, pardon. Et vous savez que les entreprises industrielles, évidemment, connaissent ces transformations déjà depuis longtemps et nous vous remercions d'être avec nous cet après-midi. Merci. Je vais peut-être attendre que... Vous m'entendez? Et vous voyez, c'est merveilleux. Donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour témoigner de mon expérience d'industriel principalement sur effectivement l'impact des nouvelles technologies, de la digitalisation sur le fonctionnement de l'entreprise et puis aller peut-être un peu plus loin pour imaginer quel va être l'impact aussi sur nos vies et puis la façon dont on doit s'approprier ce changement. Comme tout changement, il est porteur d'un certain nombre de craintes, mais aussi d'espoir et d'opportunités. Et puis vous le verrez tout au long de mon témoignage, je suis plutôt d'une nature optimiste. Donc j'imagine que, surtout avec des événements comme celui-ci, des réflexions qu'on est en train de s'approprier au niveau de notre communauté, en particulier à Genève, à partir du moment où on a identifié un certain nombre de problèmes, on est bien évidemment capable de les régler. Donc l'industrie 4.0, ça signifie quoi dans nos entreprises qu'on est au cœur de la 4e révolution industrielle? Donc, je vous passe rapidement en revue les premières. Avec au 19e siècle l'apparition des machines à vapeur, ensuite l'électrification, non seulement au niveau des réseaux, hein, on le voit très bien aujourd'hui dans ce bâtiment, dans notre quotidien, l'électricité est un élément majeur, mais aussi au niveau des applications industrielles en termes de mobilité, de transport, de production, de capacité de production. Et puis la troisième, c'est dans les années 70 avec l'apparition de l'informatique, de l'automatisation. Puis aujourd'hui, on est dans la 4e où tout s'accélère avec la numérisation, avec la capacité de communiquer, non seulement comme personne, mais aussi de faire communiquer les machines, de mettre de l'intelligence dans ces machines, on va revenir dessus, et puis d'automatiser un certain nombre d'activités humaines, avec une grande question sur laquelle on reviendra aussi. C'est un des thèmes de la journée, sur l'impact sur le travail, sa nature, et puis la quantité de travail, la façon dont on va pouvoir vivre dans cette société et s'intégrer dans cette société. Concernant ABB Sécheron SA, c'est une entreprise industrielle qui a été créée en 1879 à Genève, donc on est les héritiers d'une longue tradition industrielle et on en est fiers. On a traversé plusieurs siècles, 2 millénaires, et on est toujours là, avec des transformations qui nous concernent au premier degré. J'ai commencé dans cette entreprise en 1987. Et en 1987, quand je débarque, on avait un ordinateur personnel pour 500 personnes. Je vous rappelle que les PC ont été introduits en 1985. On était 3 à savoir le programmer. Il était enfermé à clé dans une pièce et on se partageait le temps de programmation pour développer les premières applications. Alors, quand je parle comme ça, vu de ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai l'impression de venir d'une époque préhistorique. Pourtant, il n'y a qu'une trentaine d'années. Et puis Internet est né à Genève, au CERN, dans les années 80, donc il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Et puis ce qu'on a tous, et j'en vois qui l'utilisent allègrement, merci de m'écouter Stéphanie, on a tous ça, et ça a quoi? Ça a une dizaine d'années. Donc effectivement... ça remet en perspective aussi le fait qu'en une trentaine d'années, on est parti de ce point de vue-là, pratiquement du néant à où on est aujourd'hui. Et puis, on est tous à peu près d'accord pour dire que ces transformations vont s'accélérer parce que ce n'est pas linéaire, c'est un processus plutôt exponentiel. Donc, quand on parle aujourd'hui d'Internet 4.0, on parle effectivement de personnes qui communiquent, qui travaillent différemment, on parle d'objets qui communiquent, on parle effectivement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services qu'on peut amener sur le marché. Concernant la robotisation, vous allez le voir, vous le savez déjà, la révolution dont on parle va bien au-delà simplement de la production ou des robots. Alors, je me suis permis de vous montrer un exemple de robot relativement récent qui a été développé par ABB, qu'on a amené sur le marché il y a un peu moins de 2 ans, qui correspond à la première génération de robots collaboratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut travailler avec des personnes autour de lui. Jusqu'à maintenant, si vous regardez ce qui se passe dans les chaînes de production industrielle, on a des robots, mais des robots qui sont dans des espaces protégés qu'on ne peut pas approcher parce qu'ils savent répéter à l'infini des tâches automatiques, dans l'automobile par exemple, assembler, souder, peindre. Par contre, on ne peut pas travailler avec eux. Celui-ci s'appelle Yumi, donc vous et moi, a cette capacité de pouvoir effectivement travailler
dans des processus d'assemblage, par exemple, de petites pièces au niveau de l'électronique, avec des personnes autour de lui, parce qu'il a un certain nombre de capteurs qui lui permettent de savoir que quelqu'un est là. Donc si jamais il y a une interaction, de s'arrêter et puis de reprendre ses activités. Et c'est la première génération, c'est-à-dire que ce n'est pas encore très évolué, mais on peut imaginer que dans les prochaines années, ils vont devenir de plus en plus performants dans leur capacité à faire des tâches plus complexes et à interagir avec les personnes qui sont autour. Une chose qui est intéressante qui concerne les HES, on en est assez fiers, avec mon ami Rolf qui est aussi dans la salle, c'est d'avoir offert au HESSO, en fait, au niveau suisse oriental, mais avec comme souhait que ce robot soit à l'EPIA à Genève, un robot Yumi qui permet aujourd'hui aux professeurs de s'approprier ce genre de technologie avec leurs étudiants et avec pour objectif aussi prochainement que ce robot soit accessible aux entreprises industrielles genevoises, aux PME, de manière à ce qu'elles puissent commencer à s'approprier ce genre de technologie et effectivement les intégrer petit à petit dans leur processus, puisque c'est une tendance relativement évidente et que, à nouveau, mon souci, c'est qu'à Genève, on ait la possibilité, la capacité de pouvoir avoir plutôt un coup d'avance avec ces technologies pour les mettre en œuvre, plutôt que l'inverse. Donc, quelques évidences, mais je pense que ça symbolise assez facilement les révolutions auxquelles on est confronté. Uber, qui est aujourd'hui la plus grande compagnie de taxi, ou de transport de personnes du monde, n'a pas de taxi. Le plus grand fournisseur d'hébergement, Airbnb, ne possède pas d'actifs, d'immeubles. Skype, la plus grande compagnie de téléphone, de communication, ne possède pas d'infrastructure télécom. Facebook, propriétaire multimédia le plus populaire, ne crée aucun contenu. Netflix, le plus grand fournisseur de films du monde, n'a pas de cinéma. Apple, le plus grand éditeur de logiciels, n'écrit pas ses applications. Et LinkedIn, le plus grand recruteur du monde, n'a pas de recruteur. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Et en tendance, ça signifie quoi? Qu'il y a de nouveaux modèles qui émergent et qui changent les règles du jeu. Donc, en tant qu'industriel, c'est important, à partir du moment où on est acteur sur un marché, de se poser la question, bien évidemment, qu'est-ce que ça va signifier pour moi sur le contenu, sur les produits que je propose à mes clients, mais c'est aussi sur la façon dont je conçois, je fabrique et j'assure le service de ces produits. Et c'est le propos de la suite des informations que je veux partager avec vous concernant le fait que cette quatrième révolution industrielle, ça n'est pas juste des robots comme Yumi, c'est beaucoup plus, et on le vit tous aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit des sociétés industrielles, des sociétés de services, puisqu'elles concernent le processus de vente. L'exemple très récent, avant-hier, on me contacte, je m'occupe de toutes les activités ferroviaires au niveau du groupe ABB, pour un projet en Lettonie d'électrification des réseaux de chemin de fer dans ce pays. En 48 heures chrono, on a réussi via Salesforce, qui est un des outils qui nous permet aujourd'hui de faire de la vente collaborative et d'améliorer l'excellence dans nos processus de vente, avec une équipe multinationale d'une dizaine de personnes, qui aujourd'hui a un contenu, c'est-à-dire le projet, son contenu, ce qu'ABB peut fournir, qui va devoir faire quoi, dans quelle séquence, le planning du projet, un premier mapping de l'organisation du client, de savoir avec qui on va devoir interagir, etc., etc., pour, au cours des mois qui viennent, bâtir un succès commercial. Et ça, c'est nouveau, parce qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas. On aurait fait quoi? On aurait commencé à échanger des mails, on aurait commencé à se parler au téléphone, ce qu'on a fait quand même. Donc, aussi dans cette dimension, dans nos entreprises, on est en train de mettre en œuvre des outils qui vont permettre d'augmenter l'efficacité de nos processus commerciaux, à nouveau avec l'exemple dont je viens de vous parler. Le e-commerce, c'est une évidence, révolutionne beaucoup de façons dont une entreprise distribue ses produits. Ensuite, en termes d'innovation, aussi, on a développé et on développe aujourd'hui des outils et des façons de travailler qui nous permettent de faire de l'innovation collaborative, multisite, avec des ressources qui sont partagées, et aussi avec des partenaires externes, académiques, des clients, des fournisseurs. Un bon exemple genevois qui me tient à cœur aussi, c'est une innovation majeure dans le domaine des bus, avec la mise en service d'un démonstrateur en 2013 à Genève, qui s'appelle TOSA, qui est un bus électrique, 100% électrique, à haute capacité, donc qui peut transporter beaucoup de monde,
qu'on a développé conjointement avec les TPG, les SIG, donc les TPG qui connaissent comment fonctionnent les bus. Nous, quand on s'est lancé dans cette aventure, on n'avait aucune idée du marché du bus. On avait des technologies qui pouvaient nous aider à électrifier des solutions actuelles, mais on n'avait pas grand-chose d'autre. Donc, de s'associer avec un partenaire qui connaît ce que signifie d'exploiter un réseau de bus était très important. Les SIG, pourquoi? Parce que intégrer des systèmes intelligents de transport tels que celui-ci dans les réseaux électriques, on a besoin de l'opérateur ou du distributeur d'énergie électrique. Et puis l'OPI, pour avoir aussi une organisation de projet et un ancrage au niveau de la communauté genevoise. L'EPIA, puisqu'on a voulu rapidement impliquer des jeunes dans un premier temps de l'école d'architecture pour concevoir les stations du démonstrateur. Et puis au sein d'ABB, de développer la partie qui nous concernait, plus technologique, avec des ingénieurs qui étaient à Genève, des ingénieurs qui étaient en Suisse alémanique, des ingénieurs qui étaient en Suède, et d'une manière relativement efficace, puisqu'en 22 mois, en partant d'une page blanche, on a mis en service ce démonstrateur. Première fois dans ma carrière qu'on tient un budget, un planning pour un projet aussi innovant qui comportait un certain nombre de risques. Puis maintenant, on passe à l'étape suivante, puisqu'on veut déployer une ligne complète, et puis déployer cette technologie sur le marché mondial. Et on a modestement contribué à changer la donne, puisque vous le savez très bien, on vit de plus en plus dans les villes. Depuis 2008, la moitié de l'humanité vit en ville, et ça va s'accélérer. En 2050, on estime que ça sera 60 à 70%, avec des problèmes majeurs concernant la mobilité, concernant la pollution. Et une des façons d'y répondre, c'est d'avoir typiquement des bus électriques. Et cette innovation genevoise, aujourd'hui, trouve vraiment sa place dans cette évolution, cette révolution, puisqu'il y a certaines villes aujourd'hui qui ont déjà déclaré qu'à partir de 2025, tout leur transport public, donc principalement les bus, serait électrique. Pour la partie engineering aussi, on a aujourd'hui des logiciels, si je reviens à 1987, où mes collègues les plus anciens avaient des règles à calcul. Alors, je peux parler pour certains d'entre vous. Moi, j'ai commencé avec une machine à calculer. Et une calculatrice, et puis rapidement on a pu informatiser. Mais aujourd'hui on a des outils de conception, de simulation qui nous permettent de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc ce qu'on faisait en quelques milliers d'heures à l'époque, aujourd'hui on peut le faire en quelques centaines d'heures. Et on n'utilise pas tous ces outils à leur maximum, parce qu'effectivement, et c'est compréhensible aussi, on peut vivre aussi dans nos entreprises une certaine résistance à ce type de changement-là, parce que les gens comprennent assez vite que le déploiement de ces technologies très rapide et complètement, en utilisant tout le potentiel, va aboutir au fait qu'ils vont perdre le boulot qu'ils ont. Et soyons honnêtes, c'est effectivement un élément et il est compréhensible. Réalité virtuelle augmentée, c'est parti. On a aujourd'hui, dans certains de nos projets, pour certains de nos produits, en train de développer des applications qui permettent à un technicien d'intervenir sur site, ça peut être à l'autre côté de la planète, en étant relié à l'expert à Genève, qui peut voir ce qu'il voit, avec les lunettes intelligentes qu'on développe aujourd'hui. Et puis, sur ces lunettes, il peut aussi voir s'afficher une séquence d'opérations qu'il aura à faire pour réparer l'objet qui est défectueux. Et ça, c'est des technologies qui vont se déployer aussi assez rapidement dans les années qui viennent. L'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire comme ingénieur, comme programme de développement, comme programme de calcul, de simulation, aujourd'hui on peut le faire de mieux en mieux avec des logiciels qui sont de plus en plus performants. Et puis une partie de nos activités est donc remplacée par ces outils. Donc là aussi on a quelques exemples intéressants d'innovation qui nous permettent effectivement de non seulement faire évoluer la technologie traditionnelle, mais d'aller vers ces ruptures, avec typiquement un projet aussi qui est très intéressant, qui permettrait sur les produits les plus traditionnels qu'on fabrique aujourd'hui à Genève, qui sont des transformateurs embarqués sur des trains, technologie qui date, qu'on a bien améliorée, mais qui date il y a plusieurs décennies, sur ses fondamentaux, les règles de base, est de mettre des capteurs sur notre transformateur qui permettent de savoir en permanence où il est, quels sont les paramètres critiques de son fonctionnement et de pouvoir assurer un service optimum, c'est-à-dire non plus faire de la maintenance préventive, mais de la faire quand elle est nécessaire. Premier élément. Deuxième élément, comme on saura beaucoup mieux, puisqu'on va collecter ces informations, ces data, les stocker, on pourra beaucoup mieux aussi optimiser la façon dont on le conçoit. Parce que comme ingénieur, quand on ne sait pas vraiment quelles sont les limites de l'objet qu'on développe, on prend des marges de sécurité et on pourra optimiser ces marges-là. Au niveau planification des ressources, logistique, interaction avec nos fournisseurs, on a tous des systèmes ERP. On a aussi maintenant la capacité
avec ces systèmes qui évoluent aussi en termes de performance, d'échanger directement les informations avec nos fournisseurs. Donc, ce flux logistique, on est en train vraiment aussi de l'optimiser. La production, le lean manufacturing, ce n'est pas nouveau. Par contre, on le fait aujourd'hui avec des outils qui nous permettent de savoir en permanence, c'est le troisième élément, le Bitcoin, avec des capteurs qui sont sur les produits, qui permettent de savoir exactement où est le produit dans la chaîne de fabrication, combien on a mis d'heures pour le concevoir, le produire jusque-là. S'il y a un problème de qualité, eh ben, on déclenche un signal qui fait que le technicien ou le responsable qualité est informé tout de suite pour intervenir, et ainsi de suite. Et c'est à nouveau le début. Automatisation, on en a parlé, robotique, impression 3D. J'étais assez fasciné parce que j'essaie d'imaginer ce qui se passera, en l'occurrence dans le domaine des transports. Et il y a 3 semaines, j'avais un meeting du groupe ABB à Zurich. Et c'est là que j'ai appris effectivement qu'aujourd'hui, on développe des véhicules autonomes électriques qui peuvent transporter 10-12 personnes, parce qu'un des problèmes de mobilité qu'on a dans l'espace urbain, c'est la congestion du trafic. Alors si vous remplacez les voitures diesel par des voitures électriques, vous améliorez le problème des émissions, mais vous ne réglez pas le problème du trafic. Donc on va aller vers des véhicules autonomes qui seront intelligents, qui sauront à peu près où se déplacer, aller chercher qui, où. Et on réfléchit à un projet pilote qui pourrait voir le jour dans le cadre d'une collaboration entre Archamps et certains acteurs genevois, la commune de Plan-les-Ouates et quelques autres. Pour développer des véhicules autonomes, vous mettez 10-12 personnes. Donc autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chauffeur. Intelligent, parce qu'ils ont la capacité de pouvoir faire un parcours qui correspond à des besoins, donc de bien mieux interagir avec les gens qui ont besoin de se déplacer. Et puis ce véhicule, j'en viens à la surprise, ces véhicules, il y a déjà une société qui les imprime en partie en 3D. Donc ça veut dire que là, pareil, l'objet est construit avec un minimum de travail humain. Ce qu'on appelle asset management, c'est la façon dont on gère en fait les ressources dont on a besoin pour produire, avec la maintenance préventive dont je parlais tout à l'heure, avec les coûts des infrastructures qui se réduisent, parce qu'on n'a plus besoin forcément d'être toujours au bureau 8 heures par jour, ou d'avoir aussi au niveau de notre production une amélioration significative des processus, donc qui nécessite moins de surface, donc le capital immobilisé et aussi l'impact qu'on a sur l'environnement se réduit de manière significative. Ce qui fait qu'une usine comme la nôtre, on n'a jamais pratiquement produit autant qu'aujourd'hui. On utilise bientôt le tiers de la surface qu'on utilisait pour faire 3 fois moins de chiffre d'affaires au début des années 90 quand on a déménagé. Au niveau des services, effectivement, on va de plus en plus vers aussi un environnement dans lequel la problématique sera moins de fournir un produit à un client que de fournir des services. Alors autour d'un produit, évidemment, si je reviens avec mon fameux transformateur, il sera de plus en plus intelligent, il sera communicant. Donc on pourra le gérer, l'optimiser de manière différente. Donc senseur, ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de mesurer à moindre coût beaucoup de paramètres dans beaucoup de domaines. Communiquer, c'est après échanger l'information, c'est le faire aussi de manière efficace. De l'intelligence qui permet d'utiliser ces informations pour apporter de nouveaux services, faire un certain nombre d'optimisations. En l'occurrence, dans ce qui nous concerne la maintenance préventive, d'optimiser la conception. Et là, à nouveau, on a des projets très concrets sur lesquels on travaille dans ce domaine-là. Donc, les implications de toutes ces transformations, évolutions de nos processus, en partant de la vente, comme vous l'avez vu, passant par l'innovation, par l'engineering, la partie logistique, organisation, planification, gestion des ressources, production et puis optimisation de nos usines, de nos infrastructures, se traduisent effectivement en termes de productivité. Hein. On a des temps de passage qui sont réduits, on fait beaucoup plus vite qu'avant. Typiquement, un transfo qu'on produisait en quelques semaines, aujourd'hui on peut le produire en quelques jours, avec une réduction significative des heures qu'on utilise, mais dans tous les domaines. Pour la partie commerciale, c'est une tendance. Pour la partie engineering, c'est une réalité. La partie logistique et production aussi. Et puis les cycles d'innovation qui sont réduits, parce que ce qu'on a eu l'habitude de faire aujourd'hui en 2 ou 3 ans, on va devoir, c'est même plus, on n'a objectivement pas le choix, le faire en quelques mois. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire avec les outils et puis les méthodes qu'on peut développer autour de ces outils. Qualité, on a des coûts de non-qualité qui sont réduits. La machine se trompe moins que les personnes. Juste du premier coup,
Effectivement, c'est lié, hein. Et puis des taux de défaut qui se réduisent. Donc à nouveau, la bonne nouvelle derrière ces transformations, c'est qu'on peut faire mieux, plus vite. Donc effectivement, ça a un impact sur les coûts et les prix des objets qu'on fabrique, sur le niveau de service qu'on peut amener, aussi sur l'évolution des modèles d'affaires de nos clients. L'efficience énergétique aussi, c'est typiquement d'utiliser ces moyens qu'on a pour faire mieux au niveau de nos produits qui consomment moins d'énergie, qui tombent moins souvent en panne, qui soient plus performants. Donc un impact aussi environnemental. Alors bon, mon bus électrique, c'est une évidence. Si on remplaçait les bus diesel aujourd'hui qui roulent à Genève par ce genre de technologie, on n'est pas les seuls sur le marché, on économise 25 000 tonnes de CO2 par an, on économiserait 10 millions de litres de gasoil qu'on n'aurait pas besoin de brûler, et puis on augmenterait la consommation d'énergie électrique du canton que de 1,8%. Donc on a vraiment aujourd'hui à disposition des solutions de ce type-là qui sont vertueuses et qui ont un impact positif sur l'environnement. Un autre élément qui est moins lié à ABB Sécheron SA mais au groupe ABB, aujourd'hui des moteurs électriques consomment à peu près un tiers de l'énergie électrique produite sur la planète. On n'en a pas conscience, mais dans ce bâtiment, il y a énormément de moteurs, dans toutes nos industries, dans tous nos bâtiments. Donc si on pouvait réduire la consommation d'énergie, on sait le faire aujourd'hui avec des systèmes de pilotage intelligents de ces moteurs, on pourrait fermer toutes les centrales nucléaires de la planète. Alors effectivement, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça prendra du temps, mais on a ces moyens aujourd'hui, industriels, technologiques, qui nous permettent d'améliorer l'impact qu'on a sur notre planète, et il y a urgence. Donc, si on sort maintenant de l'usine et de l'entreprise, effectivement, cette quatrième révolution industrielle ne concerne pas que les robots, ne concerne pas que les processus de nos entreprises, mais influence déjà et va influencer notre vie quotidienne, à la maison et au travail, avec capacité, aujourd'hui, les HEG, les HES, l'université et d'autres domaines de la formation et du savoir sont concernés, où on peut avoir accès à un savoir qui est spectaculaire. Autre petite anecdote, quand j'avais 18 ans, dans la maison où j'habitais, chez mes parents, l'accès que j'avais au savoir à la maison, c'était 21 volumes de l'encyclopédie Les Tout l'Univers. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Peu importe le nom de l'encyclopédie, mais je pense qu'on a tous à peu près ça. Puis un dictionnaire Larousse. Si vous regardez aujourd'hui avec ça, on a accès à une quantité de savoir pratiquement illimitée. La question, ce n'est pas tellement d'avoir accès au savoir, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc on a cette possibilité aujourd'hui d'avoir accès, d'apprendre, de s'informer de manière extraordinaire, et ça va se poursuivre. Donc c'est lié aussi aux moyens de communication, d'échange qu'on a mis en place, de partager de l'information. Dans le domaine de la santé, des progrès sont aussi spectaculaires déjà aujourd'hui, et ça va aussi s'accélérer. Typiquement, IBM a développé un logiciel qui s'appelle Watson, qui peut faire un diagnostic qui est, si le logiciel a les bonnes informations, de meilleure qualité que pratiquement n'importe quel médecin. Et puis de traiter certaines maladies de manière automatisée avec des robots qui opèrent à la place des médecins. Et là, pareil, on est au début d'une transformation, d'une révolution qui va nous amener à vivre probablement mieux et plus longtemps. En termes de mobilité, j'en ai déjà pas mal parlé. Accès à l'énergie, on peut aujourd'hui imaginer une société dans laquelle on pourra, d'une manière de plus en plus autonome, avoir accès à de l'énergie qu'on produira soit nous, soit qui sera produite à proximité, et qui nous permettra d'améliorer aussi l'impact environnemental qu'on a en termes de production et de consommation d'énergie électrique, en particulier avec les énergies renouvelables. Voilà, maintenant, pour conclure, cette révolution industrielle influence et va influencer notre société dans toutes ses dimensions. C'est probablement ça qui est assez anxiogène ou qui fait peur. On va pouvoir créer, selon moi, de la richesse, plus de richesse avec moins de ressources humaines, et faire mieux avec plus de respect de la nature. Donc on a aujourd'hui des moyens qui nous permettent d'aller dans cette direction. Ce n'est pas un problème à une condition. On définisse comment on va partager cette richesse. Donc c'est du savoir-faire, évidemment, du savoir-être. C'est un défi à notre intelligence et à notre générosité, puisque effectivement, on aspire à vivre à peu près en paix et en sécurité, de bien vivre, et puis de pouvoir vivre bien aussi avec les autres, dans la dimension des liens, de l'échange,
de notre capacité ou de notre humanité. Et puis je citerai Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On voit bien qu'avec le cœur, parce qu'effectivement, on a une chance historique, et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a développé un certain nombre de moyens, de technologies, de solutions qui ne sont pas une fin en soi, mais qui nous permettent, qui nous amènent à nous poser la question de la façon dont on veut réorganiser notre société autour du partage de la richesse et autour du bien vivre ensemble. Et c'est assez spectaculaire, où, à mon avis, c'est une opportunité, comme je l'ai mentionné au début. Et puis, après Industrie 4.0, pourquoi pas Humanité 4.0. Merci pour votre attention. On a un temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions qui se profilent ? Le monsieur, là, en orange. Merci de votre indulgence. La réputation d'ABB et de Sécheron n'est plus à faire. Je suis tout de même surpris quand vous dites qu'en vous lançant dans le TOSA, vous ne connaissiez rien à l'économie des transports. Ça fait quand même 1 siècle et demi que vous livrez tous les trams et trolleybus de Suisse et du monde. Mais telle n'est pas ma question. Ma question, c'est que nous avons à Genève la chance d'avoir un salon fabuleux chaque année de microtechnique, EPHJ, qui à l'origine est plutôt pour la microtechnique horlogère, mais où il y a un quart de l'espace voué à la robotique. Je suis sûr que vous y êtes. Vous êtes, je crois, aussi intervenant aux ateliers. Pourriez-vous dire quelque chose de la robotique industrielle vue dans le prisme de ce salon? Et qu'est-ce qu'un salon de ce genre pourrait apporter aux étudiants et enseignants des hautes écoles? Alors, une précision avant de répondre à votre question. J'ai parlé du bus électrique. Et c'est vrai que pour nous, à ABB Sécheron SA, les 20 ou 30 dernières années, ce n'était pas du tout un domaine d'expertise. La mobilité, le transport ferroviaire plutôt, mais ce n'est pas les mêmes métiers, pas les mêmes enjeux, et en l'occurrence, les mêmes technologies qu'on a dû développer. Concernant la façon dont on doit s'approprier ce genre de technologie, ou de changement, en particulier avec l'interaction entre le monde industriel et le monde académique, le monde de la formation, parce que vous l'aurez compris, derrière tous les enjeux dont on parle, se pose la question de la formation initiale et la façon dont on va se former en permanence pour ceux qui feront partie du modèle économique avec des métiers proches de ce qu'on connaît aujourd'hui, est un vrai défi. Parce que il est illusoire d'imaginer que ce qu'on apprend aujourd'hui à nos jeunes, ou que ce qu'on sait, moi le premier d'ailleurs, sera encore forcément valable dans 5 ou 10 ans. Le débat, il n'est plus là, il est de savoir comment on s'adapte et on se transforme avec les évolutions technologiques. Donc en conséquence, pour revenir à votre remarque concernant ce salon, l'avantage de ces événements, c'est de pouvoir en 2 ou 3 jours comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'est intéressant pour les entreprises qui montrent ce qu'elles savent faire, pour les visiteurs, aussi pour les entreprises, alors ce qu'elles savent faire, mais aussi ce que font leurs concurrents, d'avoir des échanges avec des clients. Et c'est vrai que l'idée d'avoir aussi plus de présence et d'échanges, mais c'est probablement déjà en partie le cas, avec des enseignants, avec des étudiants, est important. Par contre, au-delà de ça, moi je pense que les défis auxquels on est confronté, ce n'est pas Jean-Luc Favre, industriel de Genève, qui a les réponses. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans la banque, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne ici l'économie, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la psychologie, qui travaille dans les sciences humaines à l'université, qui a la réponse. C'est nous tous. Et ce que j'ai voulu exprimer aussi à travers mon propos, c'est qu'on est en train d'apprendre à travailler ensemble de manière interactive entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude. Ce fameux projet de bus, il a aussi cette vertu, c'est qu'on a travaillé dans un cadre d'un partenariat public-privé avec le monde académique, avec les écoles, et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de projets de ce type-là. Et ça, c'est le chemin. Mais au-delà de ça, si on parle de l'impact sociétal des transformations, pour moi, c'est effectivement des psychologues, des anthropologues, des historiens, des sociologues, des philosophes, des théologiens, des industriels, des économistes, surtout des jeunes, parce que ils ont des opinions et une façon de voir le monde qui est déjà
passablement différente de la nôtre, qui devons ensemble imaginer le monde dans lequel on se projette. Donc de manière proactive plutôt que de subir. Et je pense que là, à Genève, on a une chance unique parce qu'on a une diversité humaine, culturelle, une richesse extraordinaire. On a des écoles, on a un tissu économique qui fonctionne bien, on a un partenariat social qui, au sein des entreprises, fonctionne bien, on a une démocratie directe, on a une capacité à pouvoir décider un certain nombre de choses qui nous concernent directement. On a la Genève internationale qui permet d'interagir aussi avec des gens qui réfléchissent à Genève, à toutes ces transformations. Et si vous combinez ces dimensions-là, en mentionnant qu'on a un petit territoire, donc on n'a pas une grande métropole de 15 millions d'habitants, puisque dans le cadre du Grand Genève, on a à peu près 1 million, on a probablement une chance historique de jouer un rôle dans ces transformations-là. Et ça, c'est le message que je vous fais passer à toutes et à tous dans vos rôles respectifs, aussi comme citoyens de ce territoire. Je pense qu'on doit entreprendre la réflexion sur ces transformations pour essayer d'avoir de l'influence sur ce qui va se passer plutôt que de le subir. Une question encore? En haut, tout en haut là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question. On parle finalement maintenant d'industrie 4.0, on a eu l'évolution des machines. Vous avez fait d'ailleurs au tout début les diverses évolutions de l'industrie. Et puis maintenant, c'est plutôt en fait la capacité physique de la machine, c'est sa façon, comment elle peut évoluer, les systèmes, tous ces services qu'on a dedans. Et la chance d'avoir un industriel parmi, enfin justement que vous soyez un industriel dans la place, c'est comment en fait finalement est-ce que vous alignez vos technologies industrielles de votre entreprise à une autre entreprise pour pouvoir travailler maintenant. On dit notamment que l'entreprise, tout ce qui est industrie 4.0, on l'a vu avec EADS, c'est le fait que plusieurs entreprises puissent travailler entre elles et puis d'unifier cette chaîne de valeur. Alors, comment est-ce que vous restez à la page pour dire, bah tiens, il faut que je sois aligné avec ces standards-là, avec ces normes-là, et puis qu'on travaille avec des logiciels totalement différents, mais en fait qui au fond peuvent communiquer entre eux. Alors, je dirais, il y a deux dimensions, deux éléments de réponse, comme j'ai essayé de le développer. C'est-à-dire, à ce qui concerne l'intérieur de l'entreprise, typiquement avec nos fournisseurs. Quand on communique aujourd'hui avec eux, on communique en utilisant... alors souvent, on a les mêmes systèmes de gestion d'entreprise. Et puis après, avec l'échange informatique des données, on peut facilement communiquer avec eux. Une des clés, vous avez tout à fait raison, c'est plus dans la capacité à innover ensemble. Et là, innover ensemble, ça veut dire impliquer aussi nos fournisseurs qui ont une expertise dans leur métier, c'est pour ça qu'on les utilise, dans nos processus d'innovation. Alors on le fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet d'innovation sur lequel on va avoir la prétention de dire nous on sait tout, donc on fait tout seul. Donc les fournisseurs doivent être impliqués, les clients aussi, très important, parce qu'ils savent assez souvent mieux que nous ce dont ils ont besoin. Et puis aussi après, de plus en plus, dans cette transformation technologique, pour être à peu près dans les temps, d'avoir accès à aussi des entreprises extérieures ou des acteurs extérieurs. Alors typiquement aujourd'hui, pour nous, c'est l'EPIA. On fait un truc tout simple et qui est assez impressionnant, c'est qu'une fois par trimestre, on a une réunion avec 5 ou 6 professeurs de l'EPIA, avec les gens qui font de l'innovation chez nous à l'engineering, et on fait un suivi d'une dizaine de projets qu'on a initiés ensemble, qui permettent sur nos projets, et ça a passé par la première étape, que nous, on ait le courage, je dirais, de dire ce qu'on fait. Parce que souvent, on a une culture du secret qui est assez importante, souvent en termes d'innovation. Mais on a franchi cette étape-là. Et aujourd'hui, on a une dizaine de projets sur lesquels travaillent des étudiants en bachelor, en master, ou alors des projets CTI. Le dernier en date de 350 000 francs, on l'a initié il n'y a pas très longtemps, qui nous permettent d'avoir accès à cette expertise qu'on n'a pas nous. Il y a le laboratoire de technologie avancée, le centre de créativité qui existe à Genève, qui sont aussi des organisations qu'on a développées pour permettre aux entreprises de faire exactement ce que vous dites, de pouvoir avoir accès à de l'expertise dans d'autres entreprises, dans le monde académique, dans des startups, qui sont aussi des entreprises dans une phase initiale, pour effectivement pouvoir résoudre un certain nombre de défis qu'on ne peut plus régler tout seul. Donc de la même manière que pour la transformation de notre société, je pense que c'est ensemble, de manière collective, qu'on va trouver des solutions, mais en termes d'innovation et de développement d'entreprise ou échange de bonnes pratiques, et j'aurais peut-être pu vous montrer celui-ci avant de conclure, parce qu'il
Il illustre en partie ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que typiquement dans l'industrie 4.0, on a lancé avec l'OPI en 2016 une initiative, un think tank, qui permet à une 15 ou vingtaine d'entreprises pour l'instant d'échanger des informations, de se donner du support à la transformation digitale et puis d'avoir des projets concrets, collaboratifs qu'on fait ensemble. Donc c'est effectivement cette expertise de collaborer, de travailler en réseau, de savoir quel est l'écosystème dans lequel on évolue, en termes d'innovation, en termes de fonctionnement opérationnel, en termes de marché, en termes de communauté qui va faire la différence. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Favre. On reprendra la discussion lors de la table ronde.